Merci Silver. Il a réussi à le dire en une seule fois. Est-ce que quelqu'un arrive à dire extraterritorialité et même au milieu d'une phrase? Est-ce que j'ai pris ce sujet-là, je ne pensais pas qu'il serait aussi d'actualité quand j'ai décidé de le faire il y a 2-3 mois. J'ai travaillé avec Claude pour le faire. Alors vous voyez, j'utilise quand même les technos qui sont les plus efficaces. Qu'est-ce que l'extraterritorialité? C'est une loi qui s'applique, c'est une loi d'un pays qui s'applique au-delà des frontières de ce pays-là. Une loi française qui s'applique pour protéger et réguler les Français à l'étranger, mais aussi pour n'importe quelle entreprise ou entité étrangère qui a des impacts sur des citoyens, des usagers, des utilisateurs français. Ça s'applique bien sûr aux États-Unis, à l'Union européenne, à tous ces éléments-là. L'extraterritorialité a 3 objectifs. Réglementer, poursuivre et imposer. C'est les 3 éléments qu'on essaie de mettre en place. Quelle est la loi d'extraterritorialité la plus connue? Personne? Vous l'utilisez tous les jours. C'est la RGPD, c'est la plus grande et la plus forte. On parle toujours du Cloud Act américain, à vrai dire la plus grande loi d'extraterritorialité. Ça fait 3 fois que je passe le mot. J'espère que vous noterez le nombre de fois que je réussis à passer le mot. C'est la plus grande. On a bien sûr le Cloud Act américain dont tout le monde parle aujourd'hui, étant donné la situation géopolitique dans le monde. On a bien sûr NIS 2 et DORA. Vous imaginez peut-être que cela s'applique à l'Union européenne, mais c'est une loi extraterritoriale par nature. FCPA, Luc et Bribery, la loi Sapin 2. Pour ceux qui ont quelques cheveux gris, vous vous rappelez de ce ministre de l'économie qui a imposé cette loi-là. Et tous ces éléments-là. Mais je vais aller un peu plus loin pour vous expliquer ce que ça fait. La protection des données, bien sûr, on a la RGPD, l'équivalent en Californie. Pour information, la Californie a suivi le pas de toutes les évolutions européennes. Je ne vais pas vous faire l'explication de la RGPD, tout le monde la connaît. La cybersécurité, NIS 2, fournisseur non européen qui fournit des services essentiels à l'Union européenne. On les oblige aujourd'hui à fournir un signalement sous 24 heures. On les oblige aujourd'hui à fournir des documents sur la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement, des formations des dirigeants. Et l'élément important, c'est la responsabilité personnelle des dirigeants. On s'est rendu compte que attaquer rendre une corporation responsable, c'est pas possible. Il fallait vraiment qu'on aille un petit peu plus loin. L'équivalent de l'autre côté sur la partie financière, c'est DORA. Si certains d'entre vous travaillent dans les services financiers, c'est tous les tests de résilience opérationnelle, tests de pénétration, gestion de risque de tiers, reporting des incidents majeurs. Qui pense à cela quand vous faites des choix cyber dans le paysage cyber que vous construisez au jour le jour? Certains d'entre vous, certaines organisations à ce niveau de maturité, ces réglementations sont là. Quand je vous l'explique, bah oui, ça fait du sens. Mais est-ce que vous gardez ça dans vos RFP? Est-ce que vous gardez ça dans vos approches, dans les workshops, dans les CODIR, dans les COMEX? Est-ce que vous gardez ces éléments-là en tête? Pas forcément. Je le vois au jour le jour, on en discute. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Et on voit que prendre le problème par le haut n'est pas... On commence toujours par le bit and byte. C'est quoi l'attaque de laquelle vous me protégez? Mais comment tout cela s'inscrit dans un ensemble? C'est souvent quelque chose, c'est souvent un angle mort qu'on a lors du design de nos architectures cyber. La loi d'accès aux données. Le Cloud Act 2018, renforcé en 2024, et le FISA 702. Le Cloud Act, je pense que tout le monde le connaît. Le FISA section 702, ça, vous le connaissez moins. C'est vachement plus intéressant. Surveillance sans mandat des communications de non-américains utilisant des services américains. Le mot important, c'est sans mandat. Donc, quand on veut... Le FISA 702 est bien plus important quand vous regardez que le Cloud Act. Le Cloud Act est dans la presse. N'oubliez jamais que tout ce qui est dans la presse, il y a quelque chose derrière qui est souvent plus intéressant à regarder et qui est plus incisif. Il y a un conflit juridique majeur et c'est pour ça que je ne sais pas si vous voyez souvent les problématiques que vous avez à discuter avec des fournisseurs lors de discussions entre juristes. La RGPD et ces 2 directives-là sont, by design, absolument en conflit. Donc, les discussions légales que vous avez, les discussions juridiques que vous avez avec vos fournisseurs, c'est souvent quelque chose qui, disons-le, crée du retard sur vos projets. C'est souvent des discussions que vous n'avez pas envie d'avoir. Mais
rendez-vous compte qu'il y a des éléments majeurs là-dedans qui régulent la relation client-fournisseur, qui régulent votre responsabilité, qui régulent aussi la responsabilité de votre fournisseur pour s'assurer de qui est responsable de quoi. Car il y a les lois organiques comme ces lois-là créent une dissociation totale entre la RGPD et les lois Cloud Act et FISA 702. Le paradoxe de l'extraterritorialité, ça fait 4 fois. La finalité affichée, lutte anticorruption. C'est bien. Quelqu'un est contre ? En même temps, ça peut être aussi un affaiblissement des concurrents quand on commence à savoir ce qui se passe au niveau financier chez vos concurrents. La loi antiterroriste, on va quand même pas être contre une loi antiterroriste. Ça peut être aussi de l'espionnage économique. Protection des données, c'est bien ça. Mais ça peut être aussi un accès aux données stratégiques. La sanction contre des régimes, ça peut être aussi un contrôle des flux commerciaux. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, vous mettez BFM, vous avez toutes les informations qui vous vont bien. Et enfin, la sécurité nationale. Comment avoir un avantage compétitif sur d'autres. Donc il y a une chose entre la loi d'extraterritorialité, voilà, je n'ai pas passé le numéro 5, et son objectif affiché et son potentiel usage caché. Et c'est là où les juristes, parfois, travaillent sur des mots, des tournures, etc., pour pouvoir s'assurer qu'on rend responsables les personnes qui sont en charge de cette responsabilité. C'est-à-dire, comme sur la loi, les lois qu'on a vues précédemment avec DORA et NIS 2, c'est rendre les personnes responsables. Tant qu'une personne n'est pas responsable, personne ne le sera. Pour vous expliquer par exemple les armes économiques que ça peut représenter. Là, c'est une liste des entreprises européennes qui ont eu une amende entre 2010 et aujourd'hui. Airbus, 3,9 milliards, Ericsson, 1 milliard, Siemens, 800 millions, Alstom, 772 millions, Total, 400 millions, Technip, 338 millions. Le processus, enquête FCPA. Un dirigeant français emprisonné aux États-Unis. De par là, un accès total aux données stratégiques. On trouve toujours quelque chose, on est d'accord. Si vous rangez votre champ, vous trouverez toujours une chaussette quelque part. Amende de 772 millions, vente à General Electric. Ça s'appelle Alstom. Voilà comment ça s'est passé. À partir d'un élément légal. Donc les éléments d'extraterritorialité, c'est réellement quelque chose qui peut avoir un impact fort sur la façon dont vous construisez, sur l'avenir de votre société. Au financier, c'est pareil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour aussi ceux qui ont quelques cheveux gris, un peu plus de 10 ans, 9 milliards d'amendes sur BNP Paribas. Ils l'avaient vu venir, ils avaient mis l'argent de côté, et c'est une société plutôt bien gérée. La seule grande banque systémique d'Europe, il faut le savoir. Si vous dites ça, vous comprenez pourquoi BNP a été attaqué. C'est la grande banque systémique d'Europe, qui peuvent réellement travailler en compétition avec les grandes banques mondiales. Elle a été attaquée. Société Générale, un peu moins puissant, 1,3 milliard. ING, 619 millions. À vrai dire, c'est assez, comment dirais-je, le niveau des amendes est relativement proportionnel au niveau d'impact et d'importance de ces banques dans le système financier mondial. Ils ont utilisé quoi? Toute transaction en dollars est soumise aux sanctions US. Vous faites une transaction en dollars en France, vous pouvez avoir une sanction US. L'usage du billet vert induit une responsabilité vis-à-vis des lois américaines. Alors on parle toujours de l'IRS, vous savez, la double imposition. Si vous avez un ami d'outre-Atlantique, il vous dira que c'est le seul pays qui fait une double taxation sur les revenus dans le monde, de façon aussi efficace. Ça, c'est toujours la face émergée de l'iceberg. La face immergée de l'iceberg, c'est que chaque transaction en dollars est une transaction sous la loi américaine. L'espionnage économique. Alors là, on touche des choses très touchy. Snowden. Compliqué. Le monsieur est vivant. Affaire Airbus-Boeing. L'Arabie Saoudite au milieu dans les négociations, échange d'informations. Programme Prism. Ça a été réutilisé dans plein de films américains d'espionnage, etc. Donc ça, vous êtes plutôt, entre guillemets, documenté.
Arrangement avec des éditeurs de logiciels. Ça aussi, c'est dans les Snowden Files. Les fleurons français affaiblis par ces éléments-là, il faut le savoir, c'est Alstom, Technip, Alcatel. Alors pour les plus anciens d'entre nous, Alstom, Technip et Alcatel, c'était des grandes maisons, des grands clients, des grandes entreprises. C'était des fleurons. Ils n'existent plus. C'était clairement de l'espionnage économique. Donc, pourquoi ? Parce qu'ils avaient le droit de le faire, de la façon dont le système juridique était construit. Donc, les lois d'extraterritorialité ont des impacts dans notre vie réelle. Aujourd'hui, on n'a plus d'Alcatel, on n'a plus de Technip. Pour ceux qui ne savent pas, Technip, c'était notre grand explorateur pour le pétrole, le gaz à l'étranger. Un détail. La réponse européenne, c'est la loi de blocage, initiée par la France, au niveau européen, et la RGPD comme bouclier. C'est là où tous les éléments de discussion avec l'ensemble de vos fournisseurs, évaluer le risque. À quel point ils sont réellement RGPD compliant et en quoi leur nature en tant que fournisseur rentre en opposition avec leur respect de la RGPD. Parce que ces deux éléments-là sont des vrais outils et si vous vous rappelez ma présentation, 2018, RGPD et Cloud Act. Ils ne sont pas sortis ensemble la même année par hasard. Parce que l'un créait un bouclier et l'autre essayait de transpercer ce bouclier. Si ce bouclier-là n'était pas efficace, le Cloud Act n'aurait pas existé. Donc c'est la réponse du Cloud Act et la justification que la RGPD est réellement quelque chose d'important. Car on est un marché de 400 millions de consommateurs, la plus grande région économique au monde. Personne ne veut éviter de faire du business ici. Comment travailler ? Aujourd'hui, il y a pas mal de vagues où on est approché. Nous ne sommes pas américains, nous ne sommes pas israéliens non plus, nous ne sommes pas chinois, nous sommes britanniques, enregistrés à Jersey. On vient nous voir pour une démarche nouvelle. Aujourd'hui, l'objectif de nos nouveaux clients, on a fait x10 dans le nombre de clients en 2 ans. On a passé de 36 à 319 clients, pour être très exact, presque 10 en 2 ans. Comment diluer mon risque d'exposition juridique en intégrant des fournisseurs cyber d'origines différentes? Parce que mes origines définissent mes obligations. Donc étant britannique, on a vu aujourd'hui, même Erasmus redémarre entre l'Angleterre et le Royaume-Uni et l'Union européenne, c'est des signes. Il faut juste savoir que dans les 2 mois suite du Brexit, les accords interarmés ont été signés pour s'assurer qu'on continue à travailler ensemble. Mais l'idée, c'est que quand on est un acteur enregistré en Europe, nous, c'est à Jersey, de façon totalement transparente. Le Royaume-Uni à Jersey, les États-Unis ont le Delaware. Nous avons Monaco, un peu plus classe, un peu plus différent. L'Allemagne a le Liechtenstein. Donc l'idée, c'est quand on est enregistré quelque part en Europe, on peut appliquer le RGPD de façon absolue. Et c'est le bouclier le plus puissant, la plus grande loi de protection extraterritoriale au monde. Donc la nature même d'un acteur européen permet de vous garantir l'application stricte de ça sans avoir de mesures de rétorsion sur ce sujet-là. NIS 2 DORA, conformité aux exigences NIS 2 DORA, nous on fournit des services de protection à de la défense, à des systèmes à des services financiers, etc. En tant qu'acteur cyber, on se met au même niveau que nos clients. Parce qu'on a besoin ils ne peuvent pas l'être si nous ne le sommes pas. La chaîne d'approvisionnement, si nous on est dans la chaîne d'approvisionnement et que nous-mêmes on n'est pas sécure au niveau de notre chaîne d'approvisionnement, on ne pourra pas garantir la sécurité. L'archivage réglementaire, le e-discovery, c'est-à-dire comment aller rechercher dans l'information réellement importante, comment corréler tous la data que vous avez en interne. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, pour le marché français et le marché européen, on fournit tous nos services depuis l'Allemagne. L'Allemagne, qui était le plus strict en termes de RGPD, est devenue le pays de hosting européen. Leur exigence est devenue notre nécessité. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec un data center en Allemagne où tout reste en Allemagne. Vos URL, vos emails, vos pièces jointes, parce qu'on protège tout ce qui est messagerie et on fait de la sensibilisation d'utilisateurs. Le chiffrement de bout en bout. Alors on parle beaucoup d'informatique quantique, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on croise les doigts.
le DLP avancé, de la sensibilisation, tous ces éléments-là sont faits. Quand vous faites de la sensibilisation, vous allez adresser chacun de vos personnes, chacune de vos utilisateurs. Vous voyez comment il réagit, ce qu'il fait, ce qu'il choisit. Il y a une information clé là-dedans. Donc l'idée, c'est vraiment de s'assurer que toute cette information-là, qui pourrait être utilisée comme intelligence économique au sein même de votre entreprise, puisse rester totalement sous contrôle. Voilà ma présentation. L'idée générale que je voulais pousser ici, on parle cyber, on parle attaque, on parle bit and byte, on parle process, on parle IA, on parle de plein de choses. L'idée, c'est qu'au-dessus, il y a des éléments tectoniques qui dépassent largement des choix techniques. Et l'idée, c'est, ce que j'essaie de faire, c'est de pousser une prise de conscience du risque. Tous les œufs dans le même panier n'ont jamais servi qui que ce soit. L'idée est réellement de travailler ensemble entre la population, les éditeurs américains, les éditeurs européens, les éditeurs certains asiatiques, japonais aussi. Et l'idée, c'est de travailler ensemble pour créer un paysage cyber protecteur d'un point de vue technique, mais aussi protecteur d'un point de vue légal. Parce que ces lois d'extraterritorialité, voilà, je me loupe sur la dernière, cette loi d'extraterritorialité s'applique à vous, s'applique à moi, s'applique à votre entreprise et à votre dirigeant. N'oubliez jamais. Merci. Bravo. On en sait plus sur l'extraterritorialité.